Bonjour mes amis, je vous présente cette nouvelle vidéo sur la fabrication d'un corbeau. C'est quoi un corbeau? C'est une pièce de bois ou plusieurs pièces de bois assemblées entre elles qui vont nous permettre de soutenir une poutre, un balcon, un escalier, enfin quoi que ce soit. Et vous allez comprendre comment on réalise ce corbeau tout au long de cette vidéo. Dans le cas présent, c'est pour remplacer une poutre, elle s'est considérablement dégradée sur les appuis. Mais alors une raison toute mécanique sur cette dégradation. Et on va rétablir le système en prenant appui sur les façades, en abritant nos corbeaux sur la façade pour soutenir la toiture qui est débordante de à peu près 1,40 m ou 1,50 m. Vous m'accompagnez jusqu'au bout, vous pensez à liker, à appuyer sur la cloche. Souvent, eh bien, les gens l'oublient, ils regardent la vidéo et la ferment. Et ensuite, on ne peut pas vous communiquer nos prochaines parutions. Vous nous perdez de vue. Alors donc, pensez à liker, mais surtout à appuyer sur la cloche. Je vous dis à tout de suite à l'atelier, donc comme d'habitude, du traçage jusqu'à la finition. À tout de suite. Voilà, j'ai fait un petit dessin qui représente le corbeau. Le corbeau, c'est cette partie-là qui soutient cette poutre. C'est cette poutre que l'on va couper, qui est dégradée sur son appui extrême. Et voilà la représentation. Donc on va fixer ce corbeau sur la façade et c'est lui que je vais fabriquer à l'atelier. Voilà, après avoir dessiné donc à l'échelle notre corbeau, on a trouvé les longueurs de nos assemblages, on a matérialisé les tenons, les petits profils, et une fois qu'on a fait ça, eh bien, puisqu'on est à l'échelle 1,5, on a converti tout ça et on a fait un petit schéma sur notre calepin avec les côtes qui sont à l'échelle 1. Maintenant, on va débiter. Voilà, je vais débiter ma panne, faire mon débit sur les pièces de bois, vous voyez, et je détermine quelle est la face la plus creuse. La face la plus creuse, c'est celle-là. Donc, je vais coucher mon plateau comme ça, pour avoir la bosse dessous. Et de ce fait, lorsque je vais tronçonner avec ma tronçonneuse portative, je ne vais pas pincer la lame. Et il faudra mettre des pièces de bois d'épaisseur égale pour éviter de scier la poutre qui nous sert de support plus bas.
Pour éviter que cet assemblage, dans le temps que le tenon ne glisse dans la mortaise, on va créer un tenon à queue d'aronde. Donc c'est pour ça que ma mortaise, vous voyez, elle commence là, elle s'arrête ici, il y a une sorte d'épaulement ici, et cette partie-là, eh bien c'est la partie interne de l'arasement, et on va créer une queue d'aronde, ici, que je vais tracer là, et on va faire sauter cette partie-là à la main. Donc ici, il suffit de trusquiner, comme vous savez déjà le faire. On va faire sauter cette partie-là. Et on va la faire sauter en sifflet. Vous voyez, elle est tracée là. Vous voyez, on le voit bien avec le pointillé. Et ensuite, on va équarrir les mortaises qui ont été réalisées avec la mortaiseuse à mèche. On aura une partie inclinée à queue d'aronde et une partie droite ici. Et ensuite, pour rentrer cet assemblage, évidemment, le trou étant plus petit devant que derrière, eh bien, on fait un épaulement qu'on va scier. On va rentrer l'assemblage, on va le coincer vers le haut et on recoince la pièce de bois qui a été enlevée préalablement. Et après, il y a le chevillage. De toute façon, ça, c'est plaqué contre le mur et l'assemblage ne pourra jamais sortir. Voilà, vous verrez le montage par la suite. Donc voilà, vous l'avez bien compris, on a réglé la hauteur de la scie à 30 mm, puisque le tenon, lui, eh bien, c'est un assemblage TRC. En général, la pièce de bois qui reste doit faire 1/3 de la section maximum. Donc, vous le voyez, on a toujours la même profondeur de hauteur de scie. Et par glissement, avec le chariot, eh bien, j'ai toujours le même trait de scie. Et j'ai espacé mes scies de 4 à 5 mm. Bon, vous l'avez compris, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, je vais vous montrer la même chose de l'autre côté, mais avec la scie circulaire à main. Voilà, j'ai pris la scie circulaire. Donc, je règle ma hauteur de lame. Là, j'ai pris une vieille scie circulaire de la génération d'avant Jésus-Christ. Et je vais chercher mon trait. C'est une très très vieille machine qui marche merveilleusement. Et j'ai du mal à m'en séparer. Maintenant que j'ai réglé, eh bien, je vais faire des passes. Il me manque encore un tout petit peu. Et voilà. Alors, avec la scie circulaire à main, la portative, je vous recommande vivement de porter des lunettes. Parce que vous voyez ces parties-là, eh bien, comme on n'est pas toujours droit, quelquefois on les emporte avec la scie, et ça peut vous claquer sur le visage. Donc, souvenez-vous-en, avec la scie avant, c'est dessous. D'abord, on est dessous, donc s'il y a un éclat, il partira sur la table. Par contre, là, vous soulevez votre éclat et vous risquez de le prendre dans la figure. Donc, faites-y attention. Alors, vous avez vu, c'est pas la peine d'être régulier. Ce qui est intéressant pour nous, c'est simplement le fond d'entaille. C'est le fond, notre référence. C'est là que notre ciseau à bois va s'aligner. Dans ce cas-là, eh bien, je dirais avec n'importe quoi, regardez. On fait sauter toutes les parties qui ont été coupées.
Et là, vous avez chaque fois des réglés, des fonds d'entaille qui vous permettront d'avoir la bonne profondeur et la bonne épaisseur de votre tenon. Avec la scie circulaire à banc, c'est beaucoup plus propre. Hein, et je vais le faire maintenant. Et je vais faire sauter toutes ces parties-là en déplaçant ma scie. Parce que je peux faire la même chose ici. Hein. Si je ne veux pas être embêté sur la scie, pour ne pas avoir 1000 morceaux qui me gênent au déplacement de ma scie, je peux les faire sauter. Voilà. Voilà, on voit se dessiner le tenon. C'est très grossier. Mais maintenant, un coup de ciseau à bois ou avec la scie circulaire, eh bien, on va dresser le fond de notre entaille et on aura l'épaisseur exacte de notre tenon. Je le fais tout de suite. Bon, je vous ai montré les deux méthodes qui en réalité n'en sont qu'une, puisque c'est toujours de la scie circulaire. Soit de la scie circulaire à banc, soit de la portative. Sur les chantiers, vous avez ce type de matériel. Je vais maintenant vous montrer la méthode avec la défonceuse. Toujours le même principe, ça change un petit peu quand même. Et à mon avis, c'est la méthode la plus longue. Voilà. Elle n'est pas plus précise ou moins précise. Ça va dépendre de l'affûtage de votre mèche, du bon maintien de la table. Parce que chaque fois qu'on va déplacer la mèche, eh bien, vous allez perdre l'appui. Et donc, vous risquez de planter votre mèche dans le tenon. Alors, je dirais que c'est en fonction du matériel et de la largeur et de la grandeur de votre tenon. Et reste la dernière méthode. Enfin, c'est peut-être pas la dernière, il y en a peut-être d'autres, mais ça en fait déjà 4. Il y a la tenonneuse. Alors, la tenonneuse, elle est utile dans quel cas? Elle est utile quand vous avez des séries, évidemment. Quand vous avez des séries, eh bien, vous réglez votre outil et vous placez ça eh bien, à la chaîne. Voilà, le principe est toujours la même régularité, toujours le même réglage. C'est toute la différence entre le bricoleur et le professionnel. Vous l'avez compris. Je vous montre avec la défonceuse et vous allez voir, chaque fois c'est à vous d'apprécier ce qui vous conviendra le mieux parce que en fonction de chacun, eh bien, vous choisirez l'option. Je vous montre tout de suite. Alors voilà encore une fois, une défonceuse, une vieille machine que vous reconnaissez tous, mais bon, ces machines-là, elles ont fait leur preuve. Il y a des machines beaucoup plus sophistiquées et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai du mal à me séparer de mon matériel. Je suis pas quelqu'un qui consomme de la machine absolument et j'essaie de faire tout avec le même matériel, enfin toujours avec les plus sophistiqués au moment où je les change parce que cette génération, c'est déjà la deuxième génération, puisque ça fait 40 ans que je travaille, c'est pas un jour. Donc, mais j'ai repris la même parce que elle était fiable. Et comme je réalise de l'escalier à l'époque, eh bien, j'avais cette machine qui était un moteur très puissant. Je vais vous montrer maintenant, je vous le dis, je vous le répète, il y a d'autres types et d'autres matériels. Moi, je fais la promo pour personne. À chacun de voir ce qu'il va faire et comment il va le faire avec le matériel qu'il a sous la main. Alors, pour le coup, on enlève le guide, on n'en a pas besoin. Et encore une fois, eh bien, on doit régler la profondeur de notre mèche par rapport à la table. Une fois qu'on a réglé les 30 mm, eh bien, il va falloir déplacer. On va se servir, on va déplacer. Alors on ne peut pas travailler par approche. On ne peut pas faire 10 mm, puis 20, puis 30. Parce que chaque fois que vous allez enlever le support, là, ça c'est votre table de référence, c'est fini. On est obligé d'attaquer 30 mm d'un coup et d'avancer vers l'arasement. Sinon, vous perdez l'appui et la défonceuse est plus valable. Vous ne pourrez plus vous appuyer parce que chaque fois l'arasement ici vous gênera et la table elle va porter dessus. Enfin, c'est l'enfer quoi. Donc voilà, il faut savoir que si vous n'avez pas la mèche suffisamment longue, abandonnez cette solution. Retravaillez avec la scie circulaire. Voilà, c'est des choses que vous allez appréhender finalement en fonction de votre matériel. Et là, on va le regarder. Je pense que j'ai les 30 mm. Vous l'avez compris, moi, je vais choisir l'option à la scie, que c'est la méthode la plus rapide. Alors oui, on a largement 30 mm.
Voilà. Je resserre. Je mets la butée. Butée de profondeur. Voilà, là je vous passe les détails. C'est le principe que je vous montre. C'est le principe. Une fois qu'on a réglé ça, un conseil, mettez un casque. Alors sur cette machine, comme sur toutes les machines, vous avez une butée de profondeur. Butée de profondeur, calage du fond d'entaille, la hauteur, et ensuite on a le blocage pour les deux colonnes de guidage. Alors, toutes les machines sont équipées sur le même principe, et à vous de faire tous ces réglages avant de démarrer la machine. Portez un casque parce que c'est bruyant, les gants ne sont pas utiles. Alors, petite précision, avec ma main gauche qui est sur la table, j'exerce une pression verticale et celle-là, c'est une poignée de guidage. Évidemment, ça me permet de ne pas planter ma mèche dans le tenon. Autre petite précision, l'arasement, pour qu'il soit très propre, soit vous le descendez à la circulaire avec un guide, comme ça vous aurez un arasement parfait, parce qu'avec la défonceuse, vous allez passer du temps à avoir une surface droite pour aligner la tangente de votre mèche à une ligne à un trait de crayon. Donc pensez à descendre l'arasement à la scie. Je le ferai tout à l'heure avec la scie circulaire, parce que là, franchement, c'est plus facile pour moi. Mais vous pouvez le faire, comme tout à l'heure, vous mettez un guide et vous suivez le trait, vous le faites à la circulaire. Comme ça, vous avez un arasement parfaitement propre. Je vais continuer pour m'y approcher, pour vous montrer que on peut le faire très proprement jusqu'à la fin. Je recontrôle, j'ai bien 30 mm, et on y va. Voilà, j'ai réalisé le tenon à la défonceuse. Troisième méthode. Maintenant, je vais donner un coup de circulaire pour mon arasement et je vais faire l'autre côté pareil. Alors, une chose, vous voyez, la surface est beaucoup plus propre, hein, parce que évidemment, on a une mèche là qui avec une pastille au carbure qui nous fait un fond d'entaille parfait. De l'autre côté, sur l'autre tenon que j'ai déjà réalisé, vous avez les traits de scie. Alors, en fonction de ce qu'on fait, si vous travaillez avec de la colle, quelle qu'elle soit, eh bien, avec la scie, vous aurez toujours de la matière. Parce que là, on est parfaitement lisse et quand on va remettre sa colle, on va la chasser, la colle. Et donc, on aura perdu l'effet du collage. Par contre, avec un tenon réalisé à la scie, vous avez des creux qui sont naturellement inscrits dans la face du tenon et ça va permettre à la colle de se loger et d'accrocher considérablement. Maintenant, je trace la colle ronde. Alors, c'est une colle ronde extrêmement simple, évidemment. Voilà. Comme vous le voyez, cette queue ronde, elle est positionnée sur le dessus. C'est là-dessus que va poser la poutre de rive. Et la queue ronde, elle est sur le dessus. Vous en comprendrez le sens parce que mécaniquement, quand on va remonter cet assemblage dans la mortaise, eh bien, vous l'avez compris, quand l'assemblage sera inséré dans sa mortaise, eh bien, il ne pourra plus redescendre. Voilà, j'ai réalisé mon tenon avec une partie en queue ronde. Vous le voyez, c'est ici. Hein. Et maintenant, je vais tracer la partie que je vais faire sauter. Alors, vous l'avez compris, mon tenon, évidemment, il est plus large que ma mortaise, surtout du côté de l'arasement. Donc, il va falloir que je coupe une partie ici. Alors, pour éviter de trop couper, je rentre mon tenon un petit peu dans la mortaise.
je le descends un poil. Et là, j'essaie d'aligner mon trait. Voilà, je sais que je vais couper cette partie-là. Voilà, pour pas couper une trop grande partie du tenon. Donc voilà, je vais couper. Je vais tracer cette partie-là. Et je coupe cette partie du tenon. Mais je ne jette pas cette partie. Parce qu'ensuite, je vais fabriquer un petit coin qui va rentrer à l'intérieur. Lui sera collé. Je vais remettre cette pièce comme une surface d'appui à l'intérieur de ma mortaise. Je rentrerai mon coin et c'est fini. Mon assemblage, il est indissociable. Après, le chevillage, presque, il est superflu. Mais enfin, on le mettra quand même. Hein. Je la rentre. Voilà, vous l'avez compris, ma queue d'aronde, elle est rentrée à l'intérieur, puisque je l'ai rentrée comme ça et je l'ai fait glisser. Je l'ai fait glisser. Et on doit maintenant voir mon assemblage ici, derrière. Vous voyez? Et on a ce trou. Ce trou-là, eh bien, sera rebouché avec cette pièce de bois, que je n'enfonce pas, sinon je ne vais pas pouvoir sortir mon tenon. Hein. Donc, cette cale me servira de pièce d'appui. Et pour presser mon arrangement supérieur, eh bien, je vais légèrement dégraisser cette pièce à la scie. Hein. Donc, il y a une surface qui est plate. C'est cette surface plate qui est corroyée, qui glissera très bien. Vous voyez, un petit peu de place. Hein. Il y a 2 mm. Et bien là-dedans, je vais fabriquer un petit coin qui, en rentrant le coin entre les deux pièces, va me faire remonter l'assemblage et va me le serrer parfaitement. Et ensuite, je vais vous montrer le principe que l'on va utiliser pour faire le chevillage. C'est le chevillage, ce qu'on appelle le chevillage à tir. Alors, c'est un chevillage qui permet de serrer l'arasement sur le montant, sur sa portée. C'est un principe qu'on utilise très fréquemment en charpente pour éviter d'avoir de grands serre-joints et de ramener. Alors, évidemment, on peut ramener de petites dimensions. Hein, on ne va pas ramener 3 cm. Hein, mais on serre l'arasement grâce au chevillage à tir. Voilà, je vous montrerai ça dans les prochaines vues. Voilà, une fois qu'on a réalisé l'assemblage, on fait un montage à blanc. On met notre tenon en place, notre traverse, donc elle est en place sur le montant, et on pose la contrefiche. Voilà. En positionnant cette contrefiche, ça va nous donner les emplacements de nos mortaises. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, vous l'avez vu, après avoir tracé l'emplacement de la fiche, en superposant mes pièces de bois, eh bien, je vais tracer à quelque chose près la profondeur de ma mortaise. Voilà, donc, on sait qu'elle va faire à peu près 6 cm. C'est pas la peine d'avoir une profondeur très très importante. Donc, avec une ligne perpendiculaire, on trace l'emplacement de notre mortaise, qui va être quelque part par là, toujours dans l'axe. Ici, ben, c'est pareil. On a donc notre mortaise, l'emplacement de notre futur tenon. Ensuite, ici, je trace la pointe de sabre. Alors, cette pointe de sabre, non seulement ça apporte quelque chose d'esthétique au tracé, vous voyez, tac, 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 chaque fois je matérialise pour que vous voyez bien ce qu'on va faire sauter. La mortaise, elle sera là-dedans, hein, donc mon tenon va rentrer à la mortaise. Alors, l'avantage de cette pointe de sabre, c'est quoi? C'est que la fiche ne va pas simplement porter sur 3 cm d'appui au fond de la mortaise. On va augmenter l'appui latéralement, à gauche et à droite, en faisant cette sorte d'épaulement, et on appelle ça une pointe de sabre. Voilà. Voilà, et comme vous l'avez compris, j'ai 2 corbeaux parfaitement identiques. Eh bien, je trace
mon autre corbeau sur ce modèle-là. Voilà. Je trusquine, 3 cm. Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est simplement un rappel. Ce qui est important, c'est les enrasements. Ça, c'est pour matérialiser l'emplacement de la mortaise. Donc je finis avec ces machines parce que ma Dego mortaiseuse lourde, Dego Rabot, est tombée en panne. J'ai mon moteur qui a flambé, hein, après 40 ans de bons et loyaux services. Elle a rendu l'âme, voilà, pendant la vidéo. Donc le moteur est chez le bobineur, on fait réparer et le problème sera réglé. Mais en fait, ça me permet de vous présenter cette machine et de finir le travail que j'ai commencé sur ces corbeaux. Le bédane est creux, à l'intérieur il y a une mèche qui est un peu inversée pour remonter le copeau. Et vous voyez, il y a une découpe très particulière. Voilà, ça permet d'affûter l'intérieur du bédane qui est concave. Et ça, il faut le donner à un affûteur spécialisé. Alors voilà, vous avez compris, j'ai une mortaise de 30 mm de passage et j'ai un bédane de 15. Donc je fais 2 passes par retournement. J'appuie ma pièce de bois toujours sur la table de référence et en retournant ma pièce, eh bien, ma mortaise sera centrée et j'aurai bien ma mortaise de 30. Vous avez vu le fonctionnement. Dès que vous voyez que le bédane fume un peu, il faut tout de suite dégager le bédane dans la mortaise pour éviter que la mèche et que le bédane se détrempent. Voilà, là on a pratiquement la longueur du tenon qui va être en appui. Alors bien sûr, il n'est pas encore descendu, mais quand on va le descendre, ces parties vont disparaître et on va se retrouver avec des appuis sur les portées, le tenon devant et les épaulements vont apparaître. Voilà, j'ai posé ma pièce de bois sur l'ensemble des pièces qui sont assemblées à blanc. On va découper les tenons à la scie. Voilà, j'ai matérialisé en le hachurant pour que vous compreniez bien. Et évidemment, toute cette partie hachurée va disparaître. Et cette portée-là, hein, elle va porter sur sa petite sœur, là, sur l'épaulement, en dessous.
Voilà. Ça augmente la rigidité de l'ouvrage. Donc voilà, j'ai fait sauter les parties qui étaient assurées à la scie. Hein. Là, on voit bien apparaître l'épaulement. Je vous montre l'alignement des pointes de sabre. Alors ensuite, on va faire rentrer le tenon dans sa mortaise. Voilà, c'est la même chose. Voilà, donc du coup, on est bien ajusté. Notre pointe de sabre, elle est bien alignée en haut et en bas. On va pouvoir maintenant ajuster les deux tenons dans leur mortaise, en haut et en bas. Alors, comment réalise-t-on un chevillage à tir? Je vous ai dit préalablement qu'en charpente, on avait rarement la possibilité de rapprocher les arasements. Et on utilise la cheville comme un élément de serrage. Elle ne fait pas que bloquer le tenon dans la mortaise, mais quelquefois, dans une juste mesure, elle va nous aider à rapprocher l'arasement sur la pièce de réception. Je vais vous montrer comment on pratique un chevillage à tir. Alors voilà. On commence par tracer les emplacements de nos chevilles et toujours par rapport à la mortaise. On laisse un petit peu de place entre le bord de notre mortaise, vous voyez, parce que on va pas serrer trop près de l'extrémité de la mortaise, parce qu'on n'aura pas de matière pour tirer et on risque de casser et de fendre le tenon. Alors, la première des choses à faire, c'est de percer le premier trou à 2 ou 3 cm. Là, sur cette section-là, qui fait 10 cm, on va mettre à 3 cm le premier perçage de l'arasement. Mais on n'aligne jamais les chevilles. On décale toujours la seconde cheville parce que quand on va serrer et qu'on va tirer, et en même temps, cette pièce de bois, elle va subir des pressions mécaniques. Donc, quand on aura les deux chevilles qui tiennent le tenon, on va tirer sur cette pièce et si on est trop près de l'arasement, eh bien, ça peut nous fendre la pièce de réception. Faut pas aller trop loin, parce que sinon, quand on va cheviller, eh bien, en enfonçant la cheville, on risque de poinçonner le bois debout du tenon, et l'effet, il est nul. Donc, il faut toujours adapter ce perçage en fonction de la longueur de son tenon. Voilà, on n'irait pas, puisque la mortaise, elle arrive à fleur, et mon tenon arrive à fleur, on va pas venir à 1 cm du bord, là. Jamais. Hein. Il faut laisser un minimum de 3 à 4 cm, vous voyez, 3 cm au départ, et là, 4 cm entre je dirais l'extrémité maxi du tenon. Voilà, ça c'est pour le perçage. Et maintenant, je vous montre comment on réalise un perçage à la volée sur un chantier, ce qui est très souvent le cas, avec une simple petite perceuse. Et on veut percer des trous perpendiculaires à la surface. C'est assez simple. Regardez, quand on prend la perceuse, on positionne une équerre. On prend la perceuse et on la positionne sur un plan. Si je perce comme ça, je peux, vous voyez, incliner ma perceuse comme ça ou comme ça. Mais je suis visuellement tout le temps guidé par cette équerre. Mais je ne suis guidé que sur un plan. Alors, pour arriver à travailler sur les deux plans, j'incline mon équerre à 45 degrés par rapport à cette arête. Et du coup, eh bien, je peux aligner au perçage
je peux aligner sur ce plan-là, donc puisque je vais pouvoir être guidé par l'équerre, mais aussi sur ce plan-là. Parce que regardez, si je m'incline, eh bien voilà. Donc je suis guidé sur les deux plans et ça me permet d'avoir des trous parfaitement perpendiculaires à ma surface. Voilà la petite astuce du jour. Allez, je vais vous montrer en image comment je réalise ça. Donc voilà, sur les deux plans, à 45 degrés, je me mets dans ce sens-là. J'amorce mon perçage pour éviter de glisser. Alors je peux déplacer cet équerre pendant mon travail, hein, c'est pas... Mais voilà comment je réalise. Voilà, vous voyez, on est vraiment perpendiculaire sur les deux axes. Voilà. J'ai monté mon ensemble et comme vous pouvez le voir, je me suis aidé de presse pour serrer mes arasements. Je vais prendre mon fourré avec la mèche et je vais me laisser guider par le trou et je vais arriver jusqu'au tenon. Mais je ne vais pas le percer, je vais simplement laisser la mèche tracer son empreinte sur sur la surface du tenon. Et ensuite, je vais ouvrir mon assemblage, sortir le tenon, et je vais incliner d'une certaine manière mon perçage pour justement effectuer ce chevillage à tir. Alors voilà ce que ça donne après démontage. Voilà, vous voyez, on a marqué simplement je dirais, l'emplacement de notre perçage sur le tenon. Voilà, là c'est pareil, on voit qu'on n'a pas été plus loin. Et maintenant, ce que nous allons faire, on va légèrement incliner la mèche vers l'arasement et on va percer légèrement en biais. Voilà, on a pratiqué le trou et évidemment, il est très légèrement rapproché, il est très légèrement incliné, hein, et on a été chercher l'arasement du bas. Je vous explique maintenant et quelle est la fonction de cette inclinaison. Je vais vous expliquer ça avec un dessin, je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc voilà. J'ai pris une feuille de papier, pas encore transformée, pour vous faire ce petit dessin. Voilà le petit dessin. Donc, ce trou-là, ce trou correspond à ce trou-là. C'est le trou qui va traverser la mortaise. Et vous voyez en pointillé, j'ai dessiné le trou qui est sur le tenon. C'est le trou subséquent. Ça, c'est l'arasement. Là, j'ai fait une vue en perspective cavalière pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. L'arasement qui est ici, c'est celui qui est ici, vu en plan. Là, on est en perspective cavalière. Ici, c'est la pièce de bois de réception et j'ai fait une coupe pour vous montrer ce qui se passe dans l'assemblage. Ce trou-là, c'est le trou qui est sur la mortaise. Quand ma cheville va rentrer dans le trou, elle va prendre appui sur les deux côtés du perçage. Et quand elle va rencontrer le tenon qui est ici, vous voyez, je l'ai dessiné en bois debout, il traverse. Quand la cheville va rentrer et qu'elle va rencontrer le tenon, elle va être en contact avec un trou qui a été percé vers l'arasement du bas, vous vous souvenez? Donc, quand on va rentrer ma cheville, eh bien, ce trou va exercer une pression qui va tirer le tenon et rapprocher l'arasement. Et on pourrait penser que la cheville ne va pas rentrer. Mais faites confiance au bois, il est souple, il va un petit peu s'abîmer. Alors la cheville, évidemment, on va légèrement la pointer. Hein. Quand on fait une cheville, on lui donne un léger angle comme ça, avec un coup de ciseau à bois, pour arriver à lui donner de l'entrée. Une fois, comme le crayon finalement, quand la cheville va rentrer, eh bien, elle va rencontrer cette arête de la pièce de réception, mais celle-là va servir de coin et elle va exercer un effet de tirage dans ce sens-là. Et la cheville ira retrouver l'appui du bas sur la pièce de réception, elle va traverser et vous aurez réalisé un chevillage à tir. C'est pas plus compliqué. Alors attention, il faut pas donner un angle trop important parce qu'évidemment, cette arête-là, dans le trou, hein, dans ces deux trous ici, on la voit l'arête-là, hein, et bien cette arête-là, elle risque de nous casser la cheville. Voilà. Alors en général, les chevilles en charpente, elles étaient réalisées en frêne.
même si les pièces étaient de chêne, ont réalisé des chevilles de frêne, parce que justement le frêne a cette propriété d'être légèrement élastique, et c'est un bois dur aussi. Voilà, ça c'est une petite précision. J'espère que vous avez compris. On va le faire maintenant à l'image. Je vous montre ça. Donc ensuite, eh bien, on fabrique les chevilles. J'ai pris une pièce de chêne pour ça. J'ai pas plus rapide. Voilà. On les appointe un peu. Alors évidemment, une à une, c'est un peu long, mais là, il n'y en a que 8 à désanguler. Je vous montrerai la méthode pour faire plus vite lorsqu'il y a un gros nombre de chevilles à désanguler. Mais c'est l'heure du café. Si vous voulez bien, je vais prendre l'eau à la source. Allez, suivez-moi. C'est ici que je vais me prendre l'eau pour mon café. C'est la meilleure, celle du plateau. Bon allez là, j'en prends un peu et on se retrouve à l'atelier. Alors, elle vous a plu la source? Moi j'ai bu mon café avec de l'eau de source. Et c'est quand même pas la même chose. Bon, maintenant on va passer au montage, aux choses sérieuses. Allez, on y va. Voilà. On arrive à la phase du montage. Alors, il faut un peu réviser ce que l'on va faire pour éviter d'être pris de court par la colle. Parce qu'une fois qu'on a passé la colle, eh bien, c'est elle qui dirige. Alors, quand on fait du montage pour des grosses portes, des gros ensembles, où il y a beaucoup d'assemblages à coller, on fait ce qu'on appelle des montages à blanc. On a fait ça ce matin pour le corbeau. On sait que nos assemblages rentrent, ils sont à frottement doux, tout plaque, voilà, tout fonctionne bien. On a préparé nos chevillages à tir, on a préparé nos chevilles, vous avez vu, on les a désangulées, on les a légèrement appointées, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Et on a préparé aussi des coins parce qu'on va caler des pièces, si vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai montré dans la fabrication, on a dégagé une partie du tenon que l'on va remettre dans la mortaise et on va caler l'ensemble pour éviter, c'est pour rendre totalement solidaire cet assemblage de la platine murale. Parce que même dans le temps, comme on est dans l'extérieur, cette cheville, elle peut se casser, les assemblages peuvent fatiguer. Et on pense pas à 1 an ou 2 ans, hein, on pense à 15, 20 ans, 30 ans. Donc, on va rendre solidaire, de façon définitive, cet assemblage de sa platine qui, elle, sera fixée au mur. Et vous allez le voir au montage comment ça se passe. Alors, on révise un petit peu tout ça, parce qu'une fois qu'on a passé la colle, je vous l'ai dit, eh bien, c'est elle qui dirige. Toutes les pièces sont en place, il n'y a plus qu'à faire. Alors on y va. Voilà, avant de passer la colle, on choisit la face, enfin on la repère surtout, pour voir de quel côté on va introduire les chevilles. Hein, vous vous souvenez que la cheville, elle va rentrer légèrement inclinée, et donc c'est de ce côté-là qu'on va introduire la cheville. Donc c'est pas de l'autre côté, sinon le trou, le petit débordement risquerait de nous caler la cheville.
Donc le morceau de tenon, c'est une cale en réalité. Je l'introduis, je prends mon coin, et le coin, il est collé, c'est fini. Le tenon, comme on a la queue la ronde, là, il ne pourra plus jamais sortir. Voilà, nous voilà sur place à l'installation. Alors voilà sur quoi nous allons revenir. Nous allons faire porter la poutre. Je vais entailler la poutre maîtresse et je vais la faire porter sur le dessus de mon corbeau. Je ne vais pas laisser simplement cette arête en appui parce qu'avec le poids, cette arête peut s'écraser, me déformer donc le toit. On va essayer de faire porter le maximum de la surface de la poutre sur le corbeau. C'est la manœuvre suivante. Voilà, vous l'avez compris, j'ai effectué un trou central pour laisser entrer ma tige filetée et j'ai fait un trou conique en forme de queue ronde pour accrocher mon scellement chimique à l'intérieur de mon pilier béton. Voilà, plutôt que de faire un gros trou cylindrique qui pourrait finalement être carotté, là j'effectue 3 trous qui vont être un comme ça, un comme ça, un comme ça, 3 ou 4, hein, qui vont créer une queue ronde et une accroche qui sera inarrachable. Une fois que j'ai fait ça, je vais nettoyer, dépoussiérer et ensuite je vais laver le trou. Je le lave, je vous montre. Toujours avec le même tuyau, vous prenez de l'eau dans la bouche, vous l'injectez par le tuyau et vous lavez le trou. Pourquoi ça? Parce qu'à l'intérieur, les poussières, lorsque vous allez, si vous ne dépoussiérez pas avant de faire ça, vous faites de la boue dedans. Et cette boue, elle est souple, donc quand on mettra la résine, elle ne sera pas adhérente. Donc il faut laver le trou pour avoir un béton brut, bien glacé, bien propre. Et là, la résine, elle va bien s'accrocher. Donc il faut anticiper un petit peu, faire ça sur les 3. Une fois que c'est bien lavé, eh bien, ça va sécher, le temps que je m'occupe de l'autre appui. Et puis ensuite, on fera le remplissage à la résine. Et alors attention, on ne met pas les chevilles maintenant, on ne met pas la résine maintenant et les tiges filetées. Il faut positionner le corbeau, injecter la résine au travers des trous et ensuite enfiler la tige filetée. Parce que si vous mettez vos tiges filetées maintenant bien scellées proprement, vous ne rentrerez pas le corbeau. Pourquoi? Parce qu'il y a une pente en haut. Et donc vous aurez le haut de votre corbeau qui va vous gêner, vous ne pourrez pas le plaquer. Donc il faut faire l'inverse, on nettoie tout, on positionne
les trous, on lave, on dépoussière d'abord, on lave les trous, on repositionne le corbeau bien calé avec une chandelle supplémentaire, on injecte la résine et ensuite on glisse à l'intérieur et on malaxe bien la tige filetée pour arriver à avoir une très bonne accroche entre le métal et le béton. On vous montrera tout ça dans la suite de la vidéo. Allez, à plus! Voilà. Vous laissez toujours la tige filetée légèrement en négatif, parce que lorsqu'on va serrer dessus, de toute façon, vous voyez, la rondelle va écraser la matière et ça va venir à fleur. Donc, quand on va positionner la résine et la tige, on la laisse toujours légèrement en négatif, on écrasera le reste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous ou bien appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et des nouvelles parutions de nos vidéos. Tout ça, vous le savez, c'est gratuit. Et en même temps, ça vous permettra d'être tenu au courant sur la suite que je donne à ma vie professionnelle. On lance cette chaîne sur YouTube pour faire de la formation, pour faire aussi, surtout de l'information. Voilà, ça pourra servir au plus grand nombre. Si ça vous plaît, eh bien dites-le nous et continuez de nous suivre. Merci d'avance. Bye bye.